J'interviens 20 secondes dans votre vidéo juste pour vous apprendre une technique ridiculement facile pour voir des centaines d'autres vidéos d'informations alternatives et de qualité comme celle que vous regardez maintenant. Vous vous en doutez, une vidéo c'est comme un paquet de cigarettes, comme un café, comme une série, ça a un coût. Tous les jours, nous essayons de vous fournir l'information que vous recherchez, mais nous ne pouvons pas y arriver sans vous. Alors l'astuce ultime pour réussir à voir ces vidéos, pour nous aider à en produire d'autres, c'est de vous engager avec nous. Alors si vous avez aimé cette émission, aidez-nous à en produire d'autres et faites un don. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Alors aujourd'hui, Louis, comme toujours, vous avez suivi l'actualité politique et géopolitique, n'est-ce pas ? Et oui, Liselotte, encore une semaine sous le régime macroniste. Une semaine où l'on aura vu passer pas moins de 2 49.3 et une motion de rejet mémorable pour une loi immigration dérisoire qui ne changera strictement rien à la crise migratoire, si ce n'est l'aggraver davantage. Donc je ne vous cache pas que cette actualité politique m'a suffisamment ennuyé pour que j'évite d'en faire une chronique ce matin. Je me suis donc tourné vers l'Ouest où l'élection présidentielle américaine se jouera dans moins d'un an. Et c'est d'ailleurs en m'y intéressant de plus près que je suis tombé sur le journaliste Vincent Hervouette qui, dans l'heure des pros, a dévoilé une information assez gênante. Gênante car elle confirme ce que de nombreux médias, surtout alternatifs, développent depuis très très longtemps. Je parle bien sûr de la sensible affaire Hunter Biden et de son ordinateur portable qui aurait pu tout simplement empêcher l'élection de son père, tant le contenu du disque dur était compromettant. Je vous invite d'ailleurs à visionner la table ronde que nous venons de faire sur ce sujet. Sur le fond, oui. Ce qui est passionnant, c'est que quand il s'est présenté devant les Américains il y a 4 ans, au moment précis de la fin de la campagne, un type a présenté le contenu de l'ordinateur de Hunter Biden qui l'incriminait totalement, montrant qu'il était non seulement un fumeur de crack, non seulement, mais qu'en plus, il avait le fils de Biden, mais qu'en plus, il avait ventilé énormément d'argent venant d'oligarques chinois et ukrainiens. Et à ce moment-là, la presse, notre métier, a décidé d'enterrer cette histoire. On était 8 jours avant, ou 10 jours avant le scrutin. Et 50 responsables du renseignement ont dit « c'est un coup des Russes, c'est une manip ». Et du coup, la presse n'en a plus dit un mot. Or, tout ça était vrai. Ça, c'est quand même une sacrée leçon. Tout ça était vrai. Et Biden n'aurait sans doute pas été élu si on avait reconnu que c'était vrai. Voilà, encore une affaire dissimulée par les grands médias qui n'hésitent pas à pratiquer la censure, notamment par omission. C'est pour cela qu'il faudra être extrêmement attentif à ce qui pourrait sortir aux prochaines élections. Rendez-vous donc en 2024. Alors vous nous avez parlé de l'Ouest là, mais vous avez également suivi ce qu'il se passait à l'Est. Et oui, Liselotte, alors vous commencez à me connaître, je vous emmène très régulièrement en Ukraine pour décrypter le traitement médiatique qui nous est donné, notamment sur LCI où j'ai pu remarquer que l'on ne suit plus aveuglément ce que notre gouvernement pouvait affirmer au début du conflit, surtout pour Bruno Le Maire qui déclarait avec beaucoup d'assurance vouloir mettre l'économie russe à genoux. En ce qui concerne Bruno Le Maire, et il y a d'autres personnes que Bruno Le Maire à qui c'est arrivé, de nombreuses autres, je dirais, elles ont été trop vite en besogne, tout simplement. C'est prendre ses désirs pour des réalités. C'est-à-dire le problème, c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est facile. Et tous nos politiques et nous autres journalistes sommes aussi très bons en rhétorique. Mais il y a ensuite être face à la réalité. Et la réalité, c'est effectivement que la Russie est sous sanctions et qu'elle n'est pas complètement détruite par ces sanctions. Les sanctions, je vous rappelle quand même, c'est un arsenal de mesures que l'on impose quand on n'a pas envie de faire autre chose. Et là, c'est Vladimir Poutine qui nous a lancé un piège. Parce que nous avons fait des sanctions parce que nous ne voulons pas faire la guerre, bien sûr. Qui fait la guerre ? Ce sont les Russes et les Ukrainiens. Alors l'économie russe n'est pas à genoux, loin de là, mais en plus elle est en train de gagner cette guerre qui nous ruine, nous, pauvres Européens, soumis au bon vouloir de la Commission de Bruxelles, qui doit maintenant constater que l'Ukraine a perdu son allié le plus solide, les États-Unis. Et si les Américains refusent de soutenir l'Ukraine, devinez qui devra payer ? Parce qu'il est clair que si les Américains veulent pas mettre la main au portefeuille, il va falloir que nous la mettions. Sinon, là, la situation de l'Ukraine va devenir vraiment angoissante.
Voilà, toujours les mêmes. C'est quand même une faculté assez incroyable qu'ont les Européens de sortir systématiquement perdants à chaque fois et quel que soit le scénario. Et ce n'est pas notre classe politique qui risque de nous sortir de ce pétrin géopolitique avec des ministres qui sont prêts à tout pour protéger leur mandat, allant jusqu'à corrompre certains députés pour ne pas perdre le vote sur la loi immigration. Mais même ça, c'est visiblement trop leur demander. Pourquoi vous souriez ? Ah ben pourquoi on rit ? La politique politicienne, vous connaissez l'anecdote. Que le cabinet de M. Darmanin s'est trompé de député. Il a appelé le mauvais député. Il a appelé un député LR qui s'appelle M. Brun. C'est Brun comme dans Pagnol. Comme dans le gag. Voilà, qui n'était pas le bon Brun, parce qu'il a confondu avec un autre député socialiste. Donc il a appelé un député socialiste. Et ce député socialiste, les services de M. Darmanin ont proposé une gendarmerie. Voilà. Ils ont proposé d'installer une gendarmerie en Ardèche. Voilà. Donc le député socialiste est tombé de l'armoire. Ben oui, c'est comme ça que ça se passe. Il n'y a pas que ça. C'est pas comme ça que ça se passe. Alors ensuite, après, on vous parle de politique politicienne. Honnêtement, c'est assez baroque. Et puis il y a la ministre qui, au lieu de tronquer les cartes, préfère tout bêtement fuir. Comme on a pu le voir sur BFM TV, où la ministre de la Ville était interrogée sur la future loi pour lutter contre les dérives sectaires. Et au moment de rentrer dans le détail de ce fameux projet de loi, on la voit sortir son téléphone en plein direct et couper net l'entretien. Beaucoup d'internautes ont relevé que ce comportement ressemblait plus à une simulation qu'à une véritable urgence à traiter. Je vous laisse donc en juger par vous-même. Si vous permettez, donc dans ce projet de loi, justement, trois choses importantes à savoir. Je lance un grand plan en réalité de prévention. Pardon, on est coupé là. Alors, donc vous allez lancer une grande campagne de prévention, c'est bien ça qui est prévu l'année prochaine ? Alors non, visiblement il y a peut-être un petit problème de connexion. Peut-être qu'on essaiera de retrouver la ministre un petit peu plus tard. Voilà, alors ces séquences me font personnellement regretter ces politiques qu'il ne valait mieux pas chercher. Ces politiques qui avaient de la gueule et du caractère. Ces politiques qui étaient en possession d'une certaine partie du corps qu'on ne greffe pas par manque de donneur. De par ces mots, je pense bien sûr à l'un des plus vieux loups de mer de la politique française, Jean-Marie Le Pen, qui nous surprenait par son sens de la formule lorsqu'il était en conflit avec l'un de ses nombreux détracteurs, comme sur cette archive de 2011. Et Omar Bongo a financé sa campagne. Vrai ou faux ? Oui, c'est faux. Cette affirmation est ridicule. Je n'étais pas un candidat qui pouvait caresser l'espoir d'être élu dans cette année-là. Et si c'est M. Bourgi qui était chargé de me remettre les fonds, il a dû les garder pour lui. Je crois d'ailleurs que la source doit être la même que celle qui dit que M. Bourgi fait des passes au bois de Boulogne. Mais je ne l'ai jamais cru. Compte tenu de la tête qu'il a, je pense qu'il ne ferait pas de clients. Voilà pour cette dernière chronique de 2023, en espérant que nos représentants macronistes ne nous décevront pas pour l'année à venir. Quoi qu'il en soit, vous pouvez compter sur moi pour décrypter les séquences que vous auriez ratées sur les réseaux sociaux. Mais d'ici là, joyeux Noël et bonne année à tous. Merci Louis Rigaudière. Corentin est gêné. Fini en beauté. Non, puis le langage, hein, vous avez vu, il y a quand même des mots fleuris. Hein. Il y a le fil de joie en mode vulgaire, il y a le... Enfin bon, voilà, il y a tout ce qu'il faut. C'est ça, c'est une faculté assez rare hein, de remettre les gens à leur place avec des sous-entendus très lourds, mais dit avec finesse et avec beaucoup de... Voilà, beaucoup de classe. On regrette la vraie joute verbale, ça peut être sympa quand il y a des belles phrases bien faites, bien senties, mais pas vulgaires ni grossières, ça passe. Maintenant, c'est que à base de petites phrases et d'insultes. Oui, parce qu'on dérive un petit peu vers la vulgarité. Je pense notamment le plus fort, celui qui est le plus grand orateur actuel dans la classe politique, ça reste Mélenchon, qui est quand même très très fort, faut l'avouer, mais qui, quand il s'accroche avec un autre candidat politique, part très vite dans la vulgarité et ça casse un petit peu le message qu'on cherche à renvoyer derrière. Et Jean-Marie Le Pen avait cette faculté justement de remettre avec des mots bien placés et un raisonnement bien senti. Donc maintenant, j'ai plus d'exemples comparables aujourd'hui. C'est assez compliqué, c'est vrai. Moi, j'aimerais revenir sur le début de votre chronique, Louis Rigaudière. C'est vrai qu'à chaque fois, je suis impressionnée par l'importance qu'ont les médias en politique. On le rappelle, la presse devrait quand même être un minimum objective et on réalise que c'est vraiment un outil de pouvoir. Et quand on s'imagine que le président de la première puissance mondiale ne devrait peut-être pas l'être et que tout ça, c'est en grande partie grâce à un jeu de presse, c'est quand même
effarant. C'est effarant, mais c'est Vincent Hervouette qui, j'invite vraiment nos auditeurs à suivre vraiment ces interventions qui sont vraiment très, très bien faites et bien informées, parce que c'est très rare, c'est même, j'ai pas d'autres souvenirs d'une information telle que celle-là, du fait de dire très clairement que Joe Biden n'aurait pas dû être élu si l'affaire Hunter Biden était sortie. Ça, ce genre de discours-là, on l'entendait dans les médias alternatifs, beaucoup même. Hein. Et nous-mêmes, nous l'avons traité régulièrement, mais les médias ont ce pouvoir donc de censurer par omission, ça c'est vraiment une faculté qu'ils ont. C'est pour ça que je le place même comme étant l'un des pouvoirs les plus puissants, le premier pouvoir, parce qu'il a une faculté incroyable de façonner l'opinion et de donc diriger tout un pays et sa politique qui va suivre derrière. Donc en sélectionnant les informations qui sortent ou pas et en valorisant certaines autres. Parce qu'en fait, ils peuvent cacher des informations, ils peuvent en faire sortir d'autres. Et on voit que notamment, souvent, ils essaient de faire peur avec des sondages, etc., avant les élections, pour essayer d'effrayer les citoyens. Et de façonner l'opinion publique. Et c'est une stratégie qui est bien, qui est bien faite, hein, parce que vraiment, Joe Biden, c'est vraiment un exemple parfait. C'est pas pour rien qu'on l'appelle le quatrième pouvoir, hein, le pouvoir médiatique. C'est ça. Il vient après le pouvoir exécutif, législatif et judiciaire. Il a une force. Et moi, je le mettrais en premier. Hein, vraiment, c'est vraiment un pouvoir, mais d'une puissance phénoménale. C'est bien pour ça que les grands financiers, essayent de s'accaparer tous ces groupes et tous ces médias, parce qu'ils ont un intérêt politique derrière. Oui, ou financier. Oui. C'est pour ça qu'ils achètent ces médias, alors que même qu'ils sont parfois en liquidation judiciaire, où plus personne ne les lit. Et voilà, il y a des milliardaires qui comprennent un petit peu l'intérêt d'avoir un média. C'est parce qu'il y a cette puissance de feu-là qui est absolument incomparable dans les autres pouvoirs que Franck a cités. Marie Falicon, vous vouliez réagir ? Avec cette chronique, c'est vrai qu'on a vu une peinture complète de tout l'échec de l'exécutif grâce à vous, Louis, entre l'affaire complètement scandaleuse sur le projet de loi immigration. Là, vous parliez du cabinet de Gérald Darmanin, quand même. C'est un vrai scandale qu'il ne faudra pas... Voilà, si ça se confirme, il faudra Il a pas répondu l'oublier. un petit peu sur CNews. Il a dit qu'il allait poursuivre un petit peu les députés qui avaient développé cette rumeur, mais c'est une information qui est sortie dans la presse, hein, notamment sur Libération. Chez Libération. Lui, il est qualifié de calomnie, c'est ça, j'imagine. Oui, donc forcément, mais après, c'est quelque chose qui se fait et qui est aussi vieux que la politique en elle-même. Hein. C'est pas la première fois et ça, c'est sûrement pas la dernière. Bon, on suivra ça de près, en tout cas, si ça se confirme, mais c'est vrai qu'entre ça, les 49.3 innombrables, on n'arrive même plus à les compter, 22 maintenant, c'est ça 22, c'est ça. 22, c'est ce même gouvernement qui reproche aux autres députés de refuser le débat pour la motion de rejet qui va suivre derrière. C'est assez pathétique, il faut bien le dire, hein, mais c'est vrai que ces 49.3 à répétition, ça commence vraiment à les sentir passer. Je pense que les Français commencent à être un petit peu perdus aussi, parce que je reprends simplement le sujet de la commission mixte paritaire qui a lieu en ce moment. Il me semble que... Alors moi, je suis ça de très près avec Marie Falicon pour vous préparer des brèves d'actualité précises. Mais honnêtement, si j'étais pas toutes les heures à vérifier ce qui a changé, qui a dit quoi, qui se retire, qui arrête, qui décide de partir, on serait submergé. On n'arrive plus à tenir le fil et c'est vrai que c'est très compliqué. Non, c'est très compliqué. On dirait que tout est fait pour ne rien comprendre, justement. Hein, et c'est pour ça que les Français qui s'intéressent vraiment à la politique ne représentent vraiment une petite minorité, parce que entre le CMP, le PLFFS, le FLP, stratégique, parce que c'est dormez, nous on s'occupe de tout, ne vous y intéressez pas et puis ça ira, monter dans la barque. Voilà, non mais bon après ça reste intéressant à suivre parce que c'est une vraie joute politique qui vraiment se joue et finalement les républicains qu'on pensait assez faibles et discrets finalement ont un rôle central là-dedans. On va pouvoir le vérifier puisqu'on apprend à l'instant, il y a quelques minutes, que sur cette commission, la majorité ne cédera pas au LR sur les aides au logement. Alors là, la bataille est engagée et donc si LR ne cède pas, normalement, l'accord tombe. On rappelle aux auditeurs que donc l'accord concernant les APL, alors c'est les Républicains qui avaient passé un accord avec la Macronie qui allait donc supprimer les aides au logement pour tous les immigrés sur le sol français. Et donc, finalement, de façon très discrète, il semblerait que la Macronie ait reglissé l'autorisation vers 3h20 du matin. Exactement. Les LR s'en sont rendus compte. Et donc, pour l'instant, on est dans une impasse. Voilà. Et Emmanuel Macron est intervenu directement, en passant un coup de fil aux macronistes et aux républicains. Donc, on vive la séparation. Elisabeth Borne, même.
il y aurait une commission fantôme qui se déroulerait justement en dehors et qui permettrait donc à Macron de s'organiser avec Elisabeth Borne, les Républicains, et d'essayer de se mettre d'accord en dehors des micros, mais ça semble assez compliqué. Ça pose un vrai problème de séparation des pouvoirs. On est censé avoir le législatif d'un côté, l'exécutif de l'autre, et là c'est vraiment n'importe quoi. Que le gouvernement se mêle directement de la commission mixte paritaire, c'est vraiment grave. En tout cas, elle devrait reprendre là à 10h30 aujourd'hui. Donc... Oui, dans 50 minutes, on va se remettre à notre feuilleton préféré, chouette. On refera un petit point demain matin. Avec les feux de l'amour, vous voyez, on va voir qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd, qui c'est qui quitte l'autre. Ça va être beau. Est-ce que Brian va quitter Kevin? C'est n'importe quoi. Bon, voilà, merci Louis Rigaudière pour ce petit tour d'actualité. Ça fait toujours du bien. Merci à tous d'avoir été là et à demain.